Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Buy is the new like. Christophe Vattier, CEO et cofondateur de Royalties. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça la vraie logique. C'est j'ai accès au revenu du talent ou à sa performance économique et je la partage. Donc en fait, c'est David Bowie le premier inspirateur économique de ce qu'on a fait. Puis après, on l'a un peu sophistiqué, on l'a tourné à la sauce 21e siècle. Au cœur de l'événement FinTech Révolution, j'ai pu m'entretenir avec un entrepreneur passionné par l'investissement dans l'humain. C'est en voulant investir dans les personnes dans lesquelles il croit que Christophe a créé Royalties. Cette bourse aux talents du 21e siècle permet aux fans d'investir dans les célébrités de leur choix, qu'elles soient en herbe ou confirmées. Joueuses de foot, rappeurs ou cuisiniers, tout est possible. Nous découvrons comment fonctionne la plateforme, comment les ROI sont valorisés, quelles promesses de rendement les investisseurs peuvent en attendre, ainsi que le risque encouru. Nous parlons de la typologie des titres financiers, du réglementaire en Europe versus aux US et des démarches entreprises par Royalties, tant au niveau de l'AMF que de la SEC. Côté pratique, nous découvrons comment le setup juridique et opérationnel a été déterminé avec notamment une collaboration intéressante avec MangoPay. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Céline. Hyper contente de te recevoir dans ce salon mis à disposition par France FinTech dans le cadre de FinTech Révolution pour parler de Royalties, qui est la société que tu as fondée il y a quelques années. Avant qu'on rentre dans le détail, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter ? Avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Christophe Vattier, j'ai 50 ans, j'ai 2 filles et je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années. Et avant, j'ai eu un parcours classique dans des grands groupes, à commencer par McKinsey, puis ensuite la Caisse des dépôts, puis après j'ai été entrepreneur. Et là, ça fait 3 ans maintenant que je fais Royalties. Formidable. Alors, je vais confier à l'audience qui nous écoute que je suis ton projet depuis déjà pas mal d'années. J'ai un souvenir d'une longue conversation qu'on a eue pendant 1h30 au tout début pour comprendre plus en détail le business model et c'est assez épatant tout ce que vous avez déployé. Donc, je suis très heureuse que tu viennes en parler aujourd'hui sur FinScale. Comment c'est venu cette idée ? Est-ce que tu pourrais me rappeler comment tu as eu l'idée de créer Royalties ? Alors, la vraie raison, c'est de la frustration. La vraie raison, c'est que de par ma vie, je suis amené à rencontrer plein de gens et il y a souvent des personnes qui m'inspirent, je trouve super. Et je me dis, je ne sais pas ce que cette personne va faire dans sa vie, mais je suis sûr que ça va être super et qu'elle va réussir. Et en fait, je pouvais pas, cette vision que j'ai de l'autre, je pouvais pas miser dessus, je pouvais pas investir dessus. Et moi, quand je rencontre quelqu'un que je pense être futur succès, j'ai envie de miser dessus. Et je pouvais pas. Et donc, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour pouvoir le faire ? Et naturellement est venue l'idée d'une bourse des talents. Et puis ensuite, quand j'ai creusé, parce que une fois que j'ai dépassé ma frustration, j'ai creusé la solidité de l'idée, je me suis dit, mais en plus, c'est en plein dans l'air du temps, on fait confiance qu'à d'autres personnes, on fait confiance aux institutions, donc quoi de mieux quand on fait confiance à quelqu'un de pouvoir investir sur lui, qui crée de la valeur, c'est nous, c'est pas les boîtes, c'est les gens dans les boîtes, sont les talents, donc en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de facteurs qui convergeaient pour dire que c'était le bon moment pour faire ça. Voilà, c'est né comme ça. Et tu étais en poste à l'époque ? Tu travaillais chez moi ? Non, à l'époque, j'avais ma propre boîte. Alors, j'avais fait venir une DG qui devait me remplacer. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais je dirais, j'ai poussé très très fort pour pouvoir me dégager et pouvoir me lancer sur Royalties. Et le modèle existait déjà aux États-Unis ou ailleurs, ou est-ce qu'il a fallu conceptualiser l'idée de boîte au tout départ ? De quoi t'es parti en fait ? Celui qui m'a le plus inspiré, c'est David Bowie. Okay. David Bowie, au milieu des années 90, est conseillé par un grand banquier américain, lève de la dette. Et cette dette, elle est remboursée, le rendement est calculé sur ses droits musicaux. Okay. C'était le début, c'était le prémisse. C'était sa performance économique va payer ceux qui ont investi sur lui. Alors c'est sous forme obligataire, mais c'était déjà cette logique-là. Donc ça m'a pas mal inspiré. Alors après, ça s'est cassé la figure parce que est arrivé le streaming, est arrivé le peer-to-peer. Le peer-to-peer, c'est les droits musicaux valent plus rien au début des années 2000 parce que tout le monde consomme gratuitement la musique. Donc tout le système s'effondre et s'arrête. Puis après, c'est reparti. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça la vraie logique. C'est j'ai accès au revenu du talent ou à sa performance économique et je la partage.
Donc en fait, c'est David Bowie, le premier inspirateur économique de ce qu'on a fait. Puis après, on l'a un peu sophistiqué, on l'a tourné à la sauce 21e siècle, mais c'est ça la base. C'était quoi la sauce 21e siècle? Et quand tu dis on, c'est qui? Alors on est une équipe. Hein. Ouais. Alors, je fais pas ça tout seul, heureusement. Alors j'ai un cofondateur, Kevin Crouvisier, qui est parti avec moi à Day One. Et puis je suis très fier et très honoré d'avoir aujourd'hui une magnifique équipe autour de nous. Vraiment, c'est la meilleure équipe que j'ai eue toute ma vie et c'est le plus grand des bonheurs. Je travaille avec des talents extraordinaires. J'applique à moi-même ce que je vends aux autres. Okay. Et donc, on est une équipe aujourd'hui de 6 personnes. Enfin, on est 26 dans la boîte, hein, mais de 6 personnes resserrées, puis une vingtaine pour le déploiement. Et franchement, je remercie les 26, je remercie les 6, je remercie tout le monde. Hein. Bravo, vous êtes géniaux. Parce que c'est ça qui permet de réussir et de se développer, d'avoir des talents avec soi. Mais alors du coup, t'es parti sur quoi? T'es allé voir un banquier d'affaires en disant tiens, j'aimerais répliquer ce que David non, a mis en place? Le premier que je suis allé voir, c'est un avocat. Ok. Parce que en fait, la difficulté, elle est un peu financière, mais elle est surtout juridique et réglementaire. Ouais. Et donc, je me suis dit, la seule raison qui ferait qu'on puisse pas le faire, c'est que juridiquement, ça tient pas la route. Et donc mon premier rendez-vous, il est aujourd'hui secrétaire général de la boîte. Hein. Okay. Et mon premier rendez-vous, c'était avec un partenaire de Baker McKenzie. Je suis allé lui pitcher l'idée en disant, bah voilà, est-ce que c'est une idée complètement folle et qui pourra pas se mettre en œuvre ou pas? Il est revenu une semaine plus tard, il m'a dit, c'est dingue, mais c'est faisable. Et d'ailleurs, nous, Baker McKenzie, on va t'aider. C'est top. Et si je sais pas si tu peux révéler beaucoup de secrets, parce qu'il y a quand même pas mal d'industrie juridique derrière, j'imagine. Mais en gros, ça fonctionne comment? Alors, en gros, donc c'est une plateforme, on s'inscrit très classiquement, on ouvre son wallet, on met de l'argent dessus, et on a devant soi alors, ça s'appelle Royalties, donc le produit s'appelle un ROI. Hein. Okay. Donc on peut acheter des ROI de talent, comme on achète des actions d'entreprise, on achète des ROI de talent, très classiquement, avec le cours du ROI qui monte et qui descend en fonction de l'offre et de la demande, voilà, donc c'est un marché. Hein. Et quand on achète un ROI, qu'est-ce qu'on achète ? On achète un produit qui, tous les mois, donne un rendement. Donc on paye un rendement tous les mois en fonction de la performance économique dans la vraie vie du talent. Et on a deux manières de le faire. Soit ce sont des talents qui payent eux-mêmes sur leur propre revenu un pourcentage de leurs revenus et qui disent, bah voilà, vous avez investi sur moi, on leur a donné l'argent qui a été levé et eux, en échange, pendant 10 ans, ils vont payer des rendements en fonction de leur... c'est un pourcentage. Donc, si leur revenu explose, c'est beaucoup plus d'argent. Ouais. Le pourcentage est constant. Et puis, il y a d'autres types de talents. On a un autre type de contrat avec les talents, où là, c'est nous avec nos algos. Donc, on a pris des comptes de salles de marché qui ont développé des algos. On fait pas mal de maths. Et on est capable d'émuler les revenus d'un talent. Et donc, on regarde tous les mois sa performance. Est-ce qu'il fait ce qui est prévu, moins bien ou mieux? D'accord. Et selon sa performance, on va payer un rendement. Et ça va de 2 jusqu'à 50% en rendement annuel. Wow. Et là, on a par exemple... un des plus gros rendements de la plateforme, c'est un joueur de foot qui s'appelle Riyad Mahrez, qui a été transféré d'Angleterre en Arabie Saoudite. Son salaire a été multiplié par 6 ou 7. Donc sa performance économique est beaucoup plus forte. Du coup, il a un rendement en nominal à plus de 32%. Waouh. Voilà. Top. Alors, qui sont les premiers talents que vous avez sourcés? Pourquoi vous êtes allé les chercher eux? Est-ce que c'était des sportifs? Quel type de talents étaient recherchés? Le tout premier, c'était des rappeurs. Ok. En fait, au début, on a parlé un peu à tout type de talents et ils nous ont tous fermé la porte au nez. Tous. Donc quoi, des sportifs Des sportifs, des acteurs, en disant mais vous n'existez pas, votre truc c'est dingue, imaginez si notre cours baisse, notre image va être impactée. Ouais. Enfin, il y avait 10 000 raisons de ne pas le faire. Donc on a beaucoup. En plus, nous, on n'en parlait pas très bien, on n'était pas très mature. Non, mais c'est hyper novateur, donc. Ouais, mais on était nous-mêmes pas forcément hyper convaincants parce que pas très bons. Donc forcément, ça rajoute de la difficulté. Et il y a un jour, un talent qui a dit, ok, j'ai compris. Au bout de 15 minutes, il avait tout compris. Il a dit, ok, je vais le faire. Et c'est Sofiane Zermani, son nom de rappeur, c'est Fianso. Il est brillant, très intelligent, il a tout compris. Et il a dit, vous êtes l'avenir. Et donc je le remercierai jamais assez d'avoir dit oui le premier. Et à partir du moment où on a un premier talent, ce qui est toujours le plus dur, c'est le premier. Et donc on a commencé à en convaincre d'autres, etc. Donc on a fait une première cotation de 6 talents pour tester la plateforme. Là, on a vu qu'il y avait 3 trucs à régler. Fine-tuner. Voilà, fine-tuner. Et 3 mois plus tard, on a relancé une vingtaine de talents. Et là, beaucoup dans le foot, parce qu'on avait réussi à les convaincre. Et puis en plus, les joueurs de foot connaissent pas mal les chanteurs de rap, etc. Donc on avait des premières connexions, donc ça a permis de lancer la machine. Et là, on a pu se lancer. Et maintenant, on en est à avoir des appels entrants. Super. Alors, ça, c'est côté talent.
Mais côté investisseurs, qui ont été les premiers investisseurs à entendre parler de royalties? Comment est-ce qu'ils ont eu vent de la plateforme? Et pourquoi tu penses que ça représentait un intérêt pour eux? Parce que toi, on sent que c'est dans tes guts, mais finalement, n'importe quel investisseur qui investit dans des actions n'a pas forcément envie d'investir dans du capital humain. Les premiers à qui on s'est adressé sont les fans. Parce que notre premier vecteur de communication, c'est le talent lui-même. Parce qu'on demandait aux talents de faire des posts et des stories sur Insta en disant « Vous croyez en moi, vous pouvez investir sur moi, allez sur Royalties ». Et en fait, pour nous, c'était une nouvelle manière pour le fan d'interagir avec le talent qu'il aime. Je crois en quelqu'un, je vais investir sur toi. La meilleure manière de dire à quelqu'un « je t'aime », enfin je t'aime au sens platonique du terme, je crois en toi. Je t'envoie du love. Voilà, je t'envoie du love. C'est mieux de faire un POC ou d'envoyer un petit cœur. D'ailleurs, on a même déposé « Buy is the new like ». La nouvelle manière de montrer à quelqu'un qu'on l'aime, c'est de l'acheter. Pas mal, intéressant. Alors j'étais intéressée, mais c'est marrant parce que j'avais traité de ce sujet-là avec Ilan Abeacera, que tu connais peut-être, qui a créé avec Blaise Matuidi, entre autres, un fonds qui s'appelle Origins. Tout à fait, on se connaît, on s'est déjà vu plusieurs fois. Ok. Alors en matière de critères d'éligibilité et due diligence de ces talents, comment est-ce que vous y prenez? Parce que c'est bien d'avoir des talents, mais voilà, il y a quand même un peu de due deal à faire, parce que tu peux pas te permettre d'avoir un talent qui derrière a, je sais pas, des casseroles ou des choses comme ça. Donc quels sont les critères que vous êtes fixés et comment vous approfondissez cette due deal de l'asset en fait dans lequel vous investissez? Alors, on a un seul interdit. Donc déjà, on peut coter tout type de talent, toute nature de talent. C'est pas du tout que les sportifs. On fait des chefs de cuisine, on fait des artistes, on fait des chefs d'entreprise. Enfin, tout le monde peut être coté. Les seuls qu'on s'interdit, ce sont les gens qui font de la politique. Ok. Parce que ça pourrait être pris comme on prend parti, etc. Enfin voilà, il peut y avoir on n'a rien contre la politique, mais au contraire, c'est très bien de faire de la politique, mais pour être coté, c'est compliqué pour nous. Donc c'est le seul interdit qu'on s'est donné. Et d'ailleurs, un talent qu'on coterait et qui se met à faire de la politique, on le décoterait. D'accord. Donc ça, c'est la seule chose qu'on... Après, on peut regarder tout le monde. Toute industrie confondue? Toute industrie. Même le porno? On n'en a pas. Ça pourrait. Et aujourd'hui, ça ne nous donnerait pas forcément une image, mais pourquoi pas? On n'a pas d'interdit absolu là-dessus. En tous les cas, c'est pas un interdit absolu. On le fait pas, mais c'est pas un interdit absolu. La deuxième chose, c'est qu'on va effectivement regarder des gens qui font pas n'importe quoi. Donc, par exemple, dans les influenceurs, on avait beaucoup regardé le monde de l'influence. On s'est interdit, c'est pas interdit structurellement, mais on se l'interdit nous, c'est de faire des gens qui sont des influenceurs télé dont le seul talent est de se montrer nu ou de faire beaucoup de conneries. Ça, on se dit que c'est pas forcément sur ça qu'on a envie d'aller, c'est pas l'image qu'on a envie de porter. Nous, ce qu'on a envie de porter, c'est que vous avez quelque chose en vous, un talent sportif, un talent intellectuel, un talent artistique, peu importe, il y a plein de formes de talent. Et ben nous, on va vous financer, à travers la plateforme, on va vous financer, on va vous aider pour le mettre en avant, pour le vivre et pour l'exprimer. C'est parce qu'on a une vraie vocation sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la plateforme, on a 200 talents, c'est 99,9% des gens très connus qui n'ont pas besoin de nous pour vivre, soyons très clairs. Mais notre ambition, et c'est dès l'année prochaine on va le mettre en œuvre, c'est de mettre des gens qui aujourd'hui sont très jeunes et ont parfois pas d'argent. Et donc, je suis très jeune, je joue au tennis. Je dois aller au tournoi de Stuttgart pour mon classement. Si je peux pas me payer le billet d'avion, la nuit d'hôtel, parce que ça coûte vite très très cher, tout à fait. Et ma famille n'a pas d'argent, les banques me prêtent pas, je peux pas y aller. Donc, et il y a 80% des jeunes dans l'OCDE aujourd'hui qui ne peuvent pas exprimer pleinement leur talent par manque de ressources. Bon, et ben nous, on est un nouveau mode de financement pour ces gens-là. Et les gens qui vont les financer, si jamais le talent explose, ils vont gagner plein d'argent de l'avoir aidé. Donc on remet le talent au centre de la finance avec des gens qui les financent directement et s'ils ont raison, vont gagner beaucoup d'argent de les avoir aidés. Et nous, on trouve ça vertueux à tous les niveaux. Voilà. Et c'est aussi ça l'idée de la boîte. Alors, tu as parlé brièvement des ROI, qui est la monnaie d'échange. Qui est le produit. Quoi. Ouais. C'est comme une action, sauf que ça s'applique à un talent. Comment tu les valorises? Est-ce qu'on pourrait juste revenir, parce que tu as brièvement parlé du modèle de Valo, mais j'aimerais bien qu'on approfondisse un petit peu. Alors nous, on ne les valorise pas. On est comme en bourse. Ok. En bourse, c'est pas Euronext ou le NICE qui dit Thales, ça vaut tant. C'est les gens qui achètent et qui vendent. Ouais, donc c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est l'offre et la demande. D'accord. Nous, c'est pareil. Nous, c'est en fonction du nombre d'acheteurs et de vendeurs, le prix se fixe. Nous, on n'est personne pour dire qu'on vaut un talent. Mais quand tu fais l'IPO, introduction, tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Alors, dans un cas, quand on fait une IPO, on a deux cas. Soit on fait le contrat de revenu où c'est le talent qui va verser l'argent. Et là, effectivement, il faut qu'on le valorise. Ouais. Donc, on fait un DCF modèle sur ses revenus et se compter sur 10 ans. Okay. On donne une valo.
Alors, c'est pas la vérité absolue. Il y en a qui vont penser que la valo est trop basse et d'autres que la valo est trop haute. Ah, ça tombe bien, c'est le marché qui va corriger. C'est à ça que ça sert un marché, c'est à trouver la bonne valeur. Ouais. Donc, mais on donne une valeur de départ. Et dans le cas du contrat de performance, nous, on donne pas de valo. Le ROI se vend à 2. On sait que statistiquement, on va rendre 7% de rendement annuel. Ça, c'est si la performance attendue du talent est ce qu'elle est, c'est 7%. S'il fait moins bien, ça sera moins de 7% de rendement annuel. S'il fait mieux, ça peut être beaucoup plus. D'accord. Et là, pareil, ça s'ajuste, parce que très très vite, au fil des mois, on voit si le talent fait mieux ou moins bien. Les rendements bougent, et en général, le cours va bouger avec le rendement. Si le rendement monte, le cours a tendance à monter. Si le rendement s'effondre, le cours a tendance à descendre. Donc là aussi, c'est le marché qui va fixer le prix. Nous, on rend les choses possibles. Mais on n'est pas là pour dire combien vaut quelqu'un. Ouais. Après, est-ce que vous dérisquez en prenant des assurances spécifiques parce qu'en cas de fracture, par exemple, tu peux prendre une assurance et là, ça te fait un capital garanti. Et ben, c'est effectivement quelque chose sur lequel on travaille, qui est une assurance décès invalidité. Ouais. Et donc, du coup, dans quelques mois, quand on investira sur un talent, on pourra, pour une petite prime, une somme modique, garantir son capital. Et si donc, pendant qu'on possède le ROI, le talent, on ne lui souhaite pas, mais un accident, meurt ou est gravement blessé, son capital sera remboursé. D'accord. Voilà. Alors, quand il s'agit d'actions, d'obligations, tout est extrêmement encadré d'un point de vue réglementaire. Donc, il y a des contrôles, il y a des audits, etc. Est-ce que, du coup, vous assurez une certaine transparence en faisant des audits sur la plateforme, sur vos process? Comment ça se passe pour rassurer les investisseurs? Alors, c'est extrêmement important parce que... je rappelle qu'il y a 1 an et demi, il y a eu, et encore plus récemment, beaucoup de scandales en crypto. Alors nous, on n'est pas en crypto, je tiens à le dire tout de suite. On n'utilise pas la blockchain comme technologie. Oui. Donc vous pourriez, hein? On pourrait, mais justement, quand on a dû faire le choix de la techno, c'était l'époque où on disait qu'on faisait de la crypto, de NFT, on avait des fonds qui arrivaient tout seuls sans même regarder ce qu'on faisait. Mais il y avait tellement de scams, tellement d'abus, on s'est dit que ça allait exploser. Ouais. Donc, et quand ça explose, même les bons projets dégagent. Tout le monde passe à la trappe. Donc on s'est dit, on savait pas quand, mais on savait que ça allait arriver un jour. Donc on s'est dit, surtout on prend pas de blockchain. On ne dit pas qu'on n'y reviendra pas, mais on pense qu'il y a encore 1 ou 2 ans pour que la techno soit enfin mature dans son usage. Donc quand elle sera mature... Oui, que les esprits se calment, je pense. Oui, parce que là, quand on regarde les projets, il y a encore pas mal de trucs qui sont un peu... rock'n'roll. Ouais, rock'n'roll, c'est le bon mot. Mais on y viendra sans doute quand ça sera beaucoup plus posé. Et sur la partie... nous, on est dans le monde de la finance. Le monde de la finance, c'est un monde de confiance. Donc la transparence, le partage de l'information, la clarté de l'information, c'est clé. D'autant plus avec le contexte dont on vient de parler. Donc du coup, nous, on y fait très attention. Là, en ce moment, on est en discussion très avancée avec le régulateur américain, la SEC, pour se faire réguler comme une security. D'accord. Alors, autant dire qu'on a montré beaucoup de ce qu'il y a sous le capot. Ils nous connaissent très très bien, nos algos, notre manière de fonctionner. On a un liquidity pool pour assurer la liquidité, ils le connaissent bien, comment tout ça fonctionne. Donc on est obligé à une forte transparence et nous on appelle vis-à-vis aux États-Unis, on est obligé d'être régulé. Et attends, le titre qui est derrière, ce sera apparenté à quel type de titre financier? Ça sera considéré comme un instrument, comme une security, au même titre qu'une obligation, qu'une action. Et ça va tomber dans la catégorie de cette classe des actions? Non, ça sera une security à part entière. Ok. L'avantage d'être une security, c'est que ça nous permet d'être distribué par des institutions financières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la banque du coin de la rue, elle ne peut pas vendre du Daniil Medvedev aux fans de tennis. Demain, elle pourra. Ouais. Donc tu viendras dire, voilà, j'ai 100 000 € à placer, qu'est-ce que vous me proposez? On pourra dire, tu aimes bien le combat, tu peux acheter du Cyril Gane. Aujourd'hui, on ne peut pas. Ouais. Demain, on pourra. D'accord. Et ça change tout. Et ça, tu peux le faire qu'aux États-Unis? Il n'y avait pas moyen de le faire en Europe? On le fera aussi en Europe. D'accord. Nous, ce qu'on a fait, c'est la première chose qu'on a fait, avant même de se lancer, c'est d'aller déposer un dossier à l'AMF. Nous, c'est très important, le réglementaire. Non, j'imagine. C'est clair. C'est clé dans votre business. Et contrairement à ce qu'ont fait beaucoup de boîtes à l'époque, où on se lance, puis on verra bien ce qui se passe, nous, on ne s'est pas lancé, on est d'abord allé voir le réglementaire. Ouais. Et c'est quel encadrement réglementaire qui s'apparente à votre activité? Alors, en fait, un instrument financier, la définition d'un instrument financier n'est pas la même en Europe qu'aux États-Unis. Ouais, c'est clair. Aux États-Unis, le ROI, la caractéristique du ROI, est au cœur de la définition d'un instrument financier. Donc, on ne peut pas se lancer aux États-Unis si on n'est pas régulé. En Europe, c'est différent. Et en fait, ce qu'on a montré avec Baker et en allant voir l'AMF, c'est qu'aujourd'hui, on ne répond pas à la définition d'un instrument financier tel que les Européens le définissent. Au sens de MiFID. Exactement. Ouais. Donc aujourd'hui, nous, on est soumis aux lois de la consommation classique. On est un site de e-commerce. D'accord, intéressant. Donc, en Europe, on est du e-commerce. Aux États-Unis, on sera une security. Ok.
Mais une fois que ça sera fait, bien entendu... Ils vont venir vous voir. Hein. Mais nous, on ira aussi les voir. Ouais. Parce que c'est hyper important. Enfin, pour nous, le régulateur, c'est pas un ennemi. Au contraire, c'est quelqu'un qui assure la sécurité du consommateur. Bah, nous, c'est important. Enfin, on est là pour durer. On n'est pas là pour prendre du pognon et dans 2 ans se barrer aux Bahamas. En général, aux Bahamas, on est extradé. Donc, nous, on préfère rester ici, vivre ici et faire un truc qui soit pérenne et qui se développe. Donc, le régulateur, pour nous, c'est bénéfique. C'est juste le phasing, c'est-à-dire que quand une boîte se lance et qu'elle a 3 mois d'existence, être régulée avec des règles hyper lourdes, ça l'empêche de vivre. Par contre, quand elle atteint un certain stade, c'est important qu'elle soit régulée. Alors quand on avait fait ce trajet ensemble il y a 2 ans, entre la Savoie et Luxembourg, je m'en souviens comme si c'était hier, tu avais évoqué des partenariats intéressants avec le Middle East. Je ne sais pas si tu peux en parler, si ça s'est fait ou pas, ou s'il faut que je coupe au montage. Alors... Dans notre développement, aujourd'hui, on s'est surtout développé depuis la France et puis on couvre l'Europe. Ouais. Ça, c'est vraiment notre base. Là, on travaille beaucoup pour ouvrir et développer les États-Unis. Mais il y a une autre zone sur laquelle on est beaucoup aussi en échange, c'est le Middle East. Et depuis quelques mois, avec l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite s'est beaucoup ouverte là-dessus. Elle investit beaucoup dans le foot, comme ça n'a pas échappé aux amateurs. Il y a beaucoup de stars qui vont en Arabie Saoudite. Mais ils sont aussi beaucoup dans le monde de la finance et ils essaient de faire des choses qui soient assez carrées. Pas pareil partout, mais en tout cas là-bas, oui. Donc c'est effectivement une zone sur laquelle on discute beaucoup. Après, sur les partenariats, nous, on travaille avec... On essaie de travailler avec des ligues. Alors, on n'a pas besoin de travailler avec des ligues ou des clubs pour avoir les joueurs, pour avoir les talents. Parce que nous, on deal directement avec eux. Non, mais là, tu peux en avoir 50 d'un coup. Hein. Non, parce que, sauf à quelques exceptions près, les ligues n'ont pas les droits individuels et personnels des joueurs. Non, tout à fait, mais ça fait quand même écho, tu vois ce que je veux dire, dans leur communauté. C'est vrai. C'est pour ça, par exemple, qu'on a dealé avec l'UFC. Et qui est dans le cadre du combat du MMA. Par exemple, il y avait une grande nuit du combat en septembre à Paris. Sur l'octogone, il y avait un beau logo Royalties, parce que pour nous, c'est très important de travailler avec l'UFC. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec eux. Donc, sur la F1, il y a peut-être des discussions. Donc, on a des partenariats. C'est pas pour atteindre le talent, mais c'est pour faire connaître dans l'univers du talent ce que c'est qu'un ROI et comment, quand on aime la discipline, on peut investir sur les talents de cette discipline. Top. Alors, en termes d'infrastructure, tu pourrais nous expliquer comment vous travaillez. Il me semble que vous travaillez avec MangoPay. Tout à fait. Donc, MangoPay vous assure en fait tout le setup wallet dont tu parlais tout à l'heure. Le setup wallet, le KYC, je dirais toutes ces fonctions-là qui sont déjà régulées et réglementées. Nous, là, on n'a pas vocation à savoir le faire, c'est pas notre métier. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Romain Mazri, qui est le fondateur de MangoPay. On s'est tout de suite entendu. Il a tout de suite compris ce qu'on voulait faire. Et il a tout de suite dit, OK, je veux bien. Parce qu'au départ, on galérait pour avoir un PSP. Ah ouais. Parce que comme notre truc était un peu ovni, les compliances de tout le monde disaient, vous rentrez dans aucune case, donc comment on va bosser avec vous ? Et Romain a été génial, il a dit OK, on va trouver un moyen, et puis vous êtes sérieux, on sent que c'est carré, donc on va travailler avec vous. Donc là aussi je le remercie parce qu'il nous a fait confiance à une époque où pas grand monde nous faisait confiance. C'est lui qui nous avait mis en relation. Tout à fait, tout à fait. Il y a génial, 2 ans. Romain, si tu nous entends, salut. Petite question que je me posais là, avec tous ces ROI, vous n'auriez pas intérêt à monter un fonds pour blender derrière Alors, talent, est-ce que c'est dans les pipelines ? C'est dans les pipelines en fait. C'est prochaines étapes alors. Exactement, c'est des choses sur lesquelles on travaille depuis pas mal de mois. Alors il y a 2 natures de fonds qu'on peut monter, des fonds qui permettent d'investir en ROI et des fonds qui permettent des sortes de SICAV en fait. Parce que quand on va faire les jeunes, un jeune, par essence, il est beaucoup plus volatile dans sa performance que quelqu'un qui a déjà confirmé. Donc du coup, on va aussi permettre d'acheter un groupe de jeunes, d'investir sur un groupe de jeunes. Alors, des groupes, on peut en faire plein. Ça peut être un groupe de choix à une école de formation dans le foot. J'investis sur la promo de sortie du centre de formation du Real de Madrid de 2024. Je pense qu'il y a des gens qui vont investir dessus. Ouais. Des promos de Stanford aussi, tu peux... Exactement. Et on peut faire les écoles. Moi, ça m'amuserait de comparer la valeur d'une promo de sortie plutôt sur sa valeur financière que sur le classement de Shanghai dont on sait qu'il est complètement biaisé. Ouais. Donc là, ça mettra tout le monde sur un pied d'égalité. C'est la promo de l'X 2024 vis-à-vis du MIT 2024 ou de Harvard ou de HEC et de voir le prix que les investisseurs sont prêts à mettre sur la réussite d'une promo. Moi, ça m'intéresserait de savoir ça.
Top. Écoute, c'était hyper intéressant. Le temps file. Est-ce que tu pourrais juste nous donner un aperçu des prochaines étapes? Parce que tu as cité beaucoup de projets, mais finalement, là, dans les 12-24 mois qui vont venir. Alors, notre gros focus, c'est le développement américain, très clairement. Donc là, c'est 2024, normalement, doit être une année très, très américaine. Ensuite, il y aura le Middle East. C'est difficile pour nous de paralléliser parce qu'on est quand même sur des ressources très contraintes et des équipes très contraintes. Donc à un moment, il faut faire des choix. Oui. Mais ça sera, en termes de développement, vraiment un autre axe. Après, il y a l'axe talent, qui est un gros axe. On est surtout connu pour nos talents sportifs. J'espère que demain, on sera connu pour nos chefs de cuisine, pour nos maîtres de chais, pour nos artistes plasticiens, pour nos acteurs, pour nos chanteurs, pour nos chefs d'entreprise, pour montrer, pour nos animateurs télé, pour montrer qu'il y a une énorme diversité et pour dire derrière, tout le monde peut être coté. Parce que tout le monde a une manière de créer de la valeur et tout le monde mérite d'être coté et tout le monde mérite d'être financé pour l'aider dans sa vie. Et ça, c'est vraiment le fondement de ce qu'on porte. Si je devais résumer, c'est de dire l'humain, le talent est l'ultime actif financier. Et à ce titre, ça permet de financer tout le monde, même ceux qui aujourd'hui sont infinançables. Surtout ceux qui sont aujourd'hui infinançables. Super mot de la fin. Merci beaucoup, Christophe. Merci de m'avoir invité, c'est un grand plaisir. À bientôt. À très bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.